Je m'appelle Gideon et j'ai 29 ans. Il y a exactement un an, lors de la réception de mariage somptueuse et démesurée de mon frère cadet, mon propre père a ramassé un centre de table en laiton massif de 9 livres et l'a dirigé vers ma tête avec la force d'une batte de baseball professionnelle. Alors que je perdais mon sang sur le parquet poli d'une salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, luttant pour rester conscient et me demandant si mon crâne était définitivement fracturé, ma mère n'a pas crié pour appeler un médecin. Elle ne s'est pas jetée à genoux pour vérifier si son fils aîné respirait encore. Au lieu de cela, elle a regardé mon sang s'accumuler sur la nappe en lin blanc impeccable et m'a sifflé de me lever parce que j'embarrassais la famille. Ils étaient prêts à me détruire littéralement devant 200 invités de la haute société simplement parce que j'avais refusé de leur remettre l'acte de propriété de la maison d'un demi-million de dollars que j'avais entièrement construite de mes propres mains. Mais il y avait une chose que mes parents ne savaient pas. Ils ne savaient pas que la riche et belle mariée de mon frère avait déjà découvert leur énorme arnaque. Et à ce moment précis, alors que mon père se tenait au-dessus de moi comme un roi conquérant, l'arme en laiton ensanglantée toujours serrée dans son poing, elle se dirigeait vers la scène de l'orchestre. Saisissait le microphone et se préparait à lâcher une bombe nucléaire qui les laisserait tous implorer de la miséricorde. Avant que je ne vous dise exactement ce qu'elle a dit et comment tout a volé en éclats, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la véritable justice. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ci-dessous depuis où vous regardez cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons en arrière, là où ce cauchemar a réellement commencé. Le lourd centre de table en laiton m'a frappé avant même que mon cerveau n'enregistre le mouvement. Ce n'était pas un glissement. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un simple faux mouvement. C'était un coup calculé et vicieux, motivé par des décennies d'ego incontrôlé. Une seconde, j'étais debout à la table 12, la table réservée aux parents éloignés et aux invitations obligatoires, repoussant ma chaise pour m'éloigner de la conversation la plus toxique et déroutante de toute ma vie. La seconde suivante, toute la pièce a basculé violemment sur le côté. Je suis tombé très lourdement. Mes épaules ont heurté le sol en premier, absorbant la majeure partie de mon poids. J'ai entendu le tissu de ma veste de costume se déchirer, mais ce bruit a été instantanément et lourdement étouffé par un craquement écœurant. Mon crâne a rebondi contre le parquet poli. Avez-vous déjà reçu un coup si violent que votre vision s'allume littéralement d'un flash blanc? Ce n'est pas seulement une métaphore. Un flash de lumière aveuglant et brûlant a explosé derrière mes yeux, effaçant la grande salle de bal, les invités et les milliers de roses blanches suspendues au plafond. L'orchestre de jazz qui jouait un solo de saxophone fluide et rythmé pour divertir la foule aisée s'est arrêté net. L'absence soudaine de musique était plus assourdissante qu'un coup de feu. Le tintement des verres de champagne en cristal coûteux a cessé complètement. Le murmure poli des conversations a disparu. 200 invités sont restés figés dans un silence terrifiant. Tout ce que je pouvais entendre était un sifflement aigu, persistant et fort, comme une alarme incendie piégée dans mes propres tympans. Je ne pouvais pas bouger mes jambes. Je ne pouvais pas formuler une pensée cohérente. Ma main s'est déplacée vers ma tempe par pur instinct de survie. Quand je l'ai retirée, mes doigts étaient glissants d'un sang chaud et épais. Il coulait déjà le long de mon visage, imbibant le col de la chemise bleue que j'avais achetée en solde spécialement pour ce mariage. J'ai cligné des yeux rapidement, essayant de dissiper le brouillard gris qui envahissait les bords de ma vision. Le visage de ma mère a flotté dans mon champ de vision flou. Sylvia, elle avait 56 ans, portait une robe en soie sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le camion que je conduisais chaque jour pour aller travailler. Dans mon état second, je m'attendais à voir de l'horreur. Je m'attendais à ce que l'instinct maternel dont tout le monde parle se manifeste enfin. On lit des histoires de mères qui soulèvent des voitures pour sauver leurs enfants dans les situations d'urgence. Mais ma mère, son visage n'était pas déformé par la panique. Il était crispé par un agacement pur et simple. Ses yeux parcouraient la salle de bal, calculant les dégâts non pas sur mon cerveau, mais sur sa précieuse position sociale au sein de la communauté locale de l'immobilier. Elle se souciait plus de ce que pensait la femme du maire que de savoir si j'avais une hémorragie cérébrale. « Lève-toi, Gideon » a-t-elle chuchoté, sa voix traversant le sifflement dans mes oreilles comme une lame de rasoir. Elle ne m'a pas tendu la main pour m'aider. Elle a même reculé d'un demi-pas pour s'assurer que mon sang n'éclabousse pas ses chaussures en soie coûteuse. « Arrête de faire ton cinéma. Les gens nous regardent. Tu es en train de gâcher la soirée de ton frère. » Mon père, Richard, se tenait juste derrière elle. Il avait 58 ans,
c'était un courtier immobilier local en vue qui portait son arrogance comme un parfum bon marché. Sa poitrine se soulevait rapidement, sa respiration était saccadée. Il tenait toujours le centre de table en laiton ensanglanté, une sculpture abstraite représentant des feuilles entrelacées. De sa main droite, il le pointait vers mon visage. Ses joues étaient d'un violet sombre et violent. Il ne ressemblait pas à un homme qui venait de commettre une terrible erreur. Il ressemblait à un homme qui se sentait complètement justifié. Il s'est mis à hurler que je lui devais tout. Il criait que j'étais un fils cupide et ingrat, que je méritais exactement ce qui m'arrivait, que j'accumulais des richesses pendant que ma famille souffrait, et que j'étais un gamin égoïste à qui il fallait apprendre le respect. J'ai essayé de me redresser. J'ai posé mes paumes à plat sur le parquet, mais mes bras semblaient faits de sable mouillé. Ils tremblaient de manière incontrôlable et ont lâché. Je me suis effondré à nouveau sur le sol, ma joue reposant dans mon propre sang. Le plafond de la salle de bal, avec ses lustres en cristal de la taille de petites voitures, tournait au-dessus de moi dans un cercle vertigineux. J'étais allongé là, à regarder les chaussures Richelieu noires brillantes et les talons aiguilles de marque des invités qui commençaient à reculer avec une horreur absolue. Certaines personnes chuchotaient. J'ai entendu une femme halter, oh mon Dieu, appeler une ambulance. Mais personne ne bougeait. Ils étaient tous figés par le choc, regardant cette famille riche et respectable s'effondrer sous leurs yeux en temps réel. Je pensais que c'était la fin. Alors que ma vision commençait à se rétrécir, j'ai pensé que ma famille avait enfin gagné. J'ai pensé qu'ils avaient enfin réussi à briser mon indépendance. Pendant des années, ils avaient essayé de me broyer, de me faire plier à leur dynamique tordue où Tristan obtenait tout et où je n'existais que pour servir leurs besoins. Je pensais qu'ils y étaient enfin parvenus. Je me trompais tellement. Une ombre s'est abattue sur moi, bloquant la lumière crue des lustres en cristal. Ce n'était pas mon père qui s'approchait pour un autre coup. Ce n'était pas ma mère qui se penchait pour me réprimander à nouveau. C'était Victoria, la mariée de Tristan. Elle a regardé le sang sur le sol. Elle a regardé mon visage pâle. Puis elle a lentement levé les yeux vers mon père. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage pour le reste de ma vie. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'hystérie. C'était un dégoût glacial et pur. J'ai vu quelque chose en elle se briser complètement. Tous les sourires polis, toutes les manières soignées du country club qu'elle avait maintenu pendant des mois se sont tout simplement évaporés. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié Tristan de faire quelque chose. Elle a tourné les talons. La longue traîne de sa robe de mariée à $10 000 a balayé le sol alors qu'elle marchait droit vers la scène. Les musiciens se sont empressés de s'écarter de son chemin. Elle a atteint le pied du micro, l'a saisi à deux mains, et le Larsen a déchiré le silence de la pièce dans un grincement métallique aigu qui a fait sursauter tout le monde et boucher les oreilles de chacun. Pour comprendre pourquoi une maison d'un $2 million a poussé mon père à une tentative de meurtre, et pourquoi Victoria était sur le point de détruire tout son univers devant tous leurs proches, il faut comprendre l'histoire du lopin de terre. 3 ans avant le mariage, nous avons enterré ma grand-mère, Betty. Les funérailles s'étaient déroulées dans une ambiance tendue et misérable, sous une pluie glaciale de novembre. Grand-mère Betty était dure comme le fer, incroyablement pragmatique, et n'avait absolument aucune patience pour le train de vie ostentatoire de mes parents. Elle vivait modestement, économisait son argent avec diligence et voyait clair à travers les faux sourires que ma mère affichait lors des dîners au country club. À bien des égards, c'est grand-mère Betty qui m'a élevé bien plus qu'eux. Pendant qu'il courait les galas pour tenter de réseauter avec des promoteurs, j'étais chez elle à apprendre comment réparer un robinet qui fuit ou changer l'huile d'une tondeuse à gazon. Une semaine après les funérailles, nous nous sommes tous retrouvés dans un bureau lambrissé d'acajou étouffant du centre-ville pour la lecture du testament. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Ma mère vérifiait sans cesse son maquillage dans son miroir de poche, et mon père tapait déjà du pied avec impatience, calculant probablement à quelle vitesse il pourrait liquider les actifs. L'avocat, un homme austère aux lunettes épaisses et dépourvu de tout sens de l'humour, s'est raclé la gorge et a commencé à lire les conditions de l'héritage. La majeure partie de ses biens, sa belle maison de banlieue dans un quartier très recherché, ses bijoux anciens et un portefeuille d'actions très solide, allaient directement à mes parents. C'était un héritage massif, valant facilement $1 million. Tristan, mon frère cadet chéri, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie et considérait que sortir les poubelles était une violation de ses droits fondamentaux, a reçu un généreux fonds d'études et une collection de montres en or anciennes ayant appartenu à mon défunt grand-père.
J'étais assis là en silence, n'attendant rien. J'avais toujours été le mouton noir, celui qui avait choisi de travailler de ses mains plutôt que d'aller dans une université d'arts libéraux coûteuse aux frais de mes parents. C'est alors que l'avocat a baissé les yeux vers ses papiers, a ajusté ses lunettes, m'a regardé par-dessus et a lu ma part. Grand-mère Betty me laissait 2 arpents de collines sauvages et escarpées à l'extrême périphérie de la ville. C'était un terrain qu'elle avait acheté il y a des décennies et dont elle n'avait jamais rien fait. Richard a éclaté de rire sur place, dans le bureau de l'avocat. Ce n'était pas un rire chaleureux. C'était un rire moqueur et bruyant qui a résonné contre les boiseries. Il m'a regardé avec une pitié sincère, en secouant la tête comme si on venait de me remettre un sac de déchets. « Bon courage avec ton lopin de terre, fiston », a-t-il dit en ricanant. « Le terrassement et le défrichage à eux seuls vont te ruiner avec ton salaire pathétique. Tu devrais le revendre au comté pour 3 fois rien et t'épargner des maux de tête. Tu pourras peut-être t'acheter une voiture d'occasion convenable avec l'argent. » Mes parents ont pris leur héritage en liquide et l'ont immédiatement dilapidé. Ils n'ont pas placé cet argent dans un compte de retraite. Ils n'ont pas remboursé leur hypothèque. Ils n'ont pas consulté de conseiller financier. Ils sont allés directement chez les concessionnaires de luxe. Ils ont acheté une Porsche flambant neuve pour Richard et une Rolls-Royce pour Sylvia. Ils ont commencé à faire des croisières de luxe aux Bahamas et à organiser des dîners somptueux uniquement pour frimer devant les autres snobs de l'immobilier de leur cercle. Ils vivaient comme des gagnants du loto qui n'avaient aucune notion du lendemain. Je ne me souciais pas de leur argent. Je ne me souciais pas de leur voiture. J'avais mon terrain. J'avais 26 ans à l'époque, et je travaillais à plein temps comme chef d'équipe de charpente pour un promoteur commercial en ville. Je faisais des journées de 10 heures, 5 jours par semaine, économisant chaque centime que je pouvais rassembler. Ma récente promotion me rapportait juste assez de revenus réguliers pour acheter des matériaux de construction, mais absolument pas assez pour embaucher une équipe de construction professionnelle. Je suis donc devenu l'équipe à moi tout seul. Chaque soir après avoir fini ma journée de travail, et chaque week-end du lever au coucher du soleil, j'étais sur cette colline. Ces 2 arpents étaient impitoyables. Ce n'étaient que des roches escarpées, des broussailles épaisses et envahissantes et des pentes inégales. J'ai passé les 3 premiers mois rien qu'à défricher le terrain. J'ai creusé les tranchées de fondation à la main avec une pioche et une lourde pelle, car la location d'une pelleteuse coûtait $1000 par jour, une somme que je n'avais tout simplement pas. Mes mains étaient couvertes d'énormes ampoules qui éclataient, saignaient, puis finissaient par durcir en cale jaune et épaisse, donnant à mes mains la texture du cuir. J'ai coulé les semelles en béton au milieu d'une tempête de pluie glaciale, protégeant frénétiquement les coffrages en bois avec des bâches tandis que le vent menaçait de les emporter, priant pour que le béton ne soit pas délavé avant d'avoir pris. J'ai monté l'ossature des murs au cœur de l'hiver. Je me souviens d'une nuit spécifique à la fin janvier. Il faisait moins 10 degrés Celsius dehors et le vent glacial donnait l'impression qu'il faisait moins 18 degrés Celsius. J'utilisais un générateur à essence bruyant pour alimenter mes projecteurs afin de voir ce que je faisais. Mes doigts étaient si engourdis dans mes lourds gants de travail que je ne sentais pas la gâchette de mon pistolet à clous pneumatique. J'ai fait un faux mouvement et j'ai enfoncé un clou de charpente galvanisé de 3 pouces directement dans la chair de mon pouce, fixant mon gant de cuir épais à un poteau en pin. Je ne suis pas allé aux urgences. Je ne pouvais pas me permettre le ticket modérateur et je ne pouvais pas perdre de temps sur le chantier. J'ai serré les dents, retiré le clou de ma chair avec une pince rouillée, enveloppé fermement ma main ensanglantée de ruban adhésif argenté pour arrêter le saignement, et j'ai continué à travailler jusqu'à minuit. C'est vers cette époque que j'ai rencontré Harrison. Harrison était un maître charpentier retraité de 70 ans qui vivait dans une petite cabane usée par le temps bordant ma propriété. Je l'avais vu m'observer depuis son porche à quelques reprises, en fumant sa pipe. Un samedi matin, et a traversé les hautes herbes en apportant un thermos de café noir et une chaise pliante en aluminium. Il s'est assis, m'a regardé galérer pendant 20 minutes pour mettre de niveau une lourde poutre porteuse, et a fini par parler. « Ta posture est complètement nulle, gamin », a-t-il dit d'un ton bourru avant de prendre une gorgée de son café. Tu vas te bousiller le bas du dos avant d'avoir 30 ans, et toute cette maison va rester là à pourrir. À partir de ce jour, Harrison est devenu le père que Richard n'avait jamais été. Il ne faisait pas le travail lourd à ma place. Il disait que je devais mériter mes cales, mais il m'a appris l'âme même de la construction. Il m'a appris à lire des plans d'architecture complexes pour qu'ils fassent sens dans ma tête. Il m'a montré comment souder des tuyaux en cuivre pour qu'ils ne fuient jamais, comment câbler un tableau électrique complexe sans m'électrocuter, et pourquoi il ne fallait jamais,
au grand jamais, faire d'économies sur l'isolation ou les fondations. Il répétait toujours, une maison est à l'image du caractère d'un homme, Gideon. Tout ce que tu caches dans les murs, les câblages bâclés, la plomberie bon marché, les raccourcis finiront par pourrir et feront s'effondrer toute la structure. Fais le bien ou rentre chez toi. But mon père ne pouvait supporter l'idée que je réussisse sans son argent ni son influence. Il avait besoin que j'échoue pour maintenir son récit selon lequel il était le seul homme de la famille à avoir réussi. Environ 1 an et demi après le début des travaux, les choses ont commencé à mal tourner. Très mal tourner. Des madriers de bois traités coûteux que j'avais soigneusement empilés et couverts ont été retrouvés avec les bâches de protection lacérées, le bois complètement gâché par des jours de pluie intense. Une palette de fenêtres double vitrage sur mesure est arrivée, et le lendemain matin, 3 d'entre elles étaient brisées par de grosses pierres. Puis les canalisations d'eau en PVC que j'avais méticuleusement posées dans le vide sanitaire ont été soudainement fissurées à plusieurs endroits, inondant le sol en dessous et créant un énorme bourbier. Je pensais que c'était une malchance incroyable. Je supposais que des adolescents du coin vandalisaient le site pour s'amuser, jusqu'à ce qu'une nuit, je me rende sur la propriété à 23 h sans prévenir parce que je m'étais rendu compte que j'avais laissé ma perceuse électrique à l'extérieur. En garant mon camion phares éteint, j'ai vu un autre véhicule garé près des fondations. C'était le pick-up de Derek, un gars de mon équipe de charpente à mon travail de jour. Je me suis approché silencieusement à travers les broussailles, le cœur battant à tout rompre. Je l'ai surpris tenant une lourde masse, debout juste au-dessus de mon unité de climatisation neuve, prêt à frapper. Je n'ai pas réfléchi, j'ai réagi. Je l'ai plaqué directement dans la boue. Nous nous sommes battus comme des bêtes sauvages dans le noir. Je l'ai coincé contre une pile de contreplaqué, mon avant-bras appuyé fermement sur sa gorge, lui coupant juste assez le souffle pour qu'il arrête de se débattre. J'ai exigé de savoir pourquoi il détruisait ma vie, ce que je lui avais fait au travail pour mériter un tel sabotage. Derek, crachant du sang d'une lèvre fendue, a cessé de lutter. Il m'a regardé droit dans les yeux et a ricané d'un rire malade et rauque, « Je m'en fous complètement de ta maison, Gideon. C'est ton vieux qui m'a payé. » Il m'a filé 2 briques en liquide pour s'assurer que cet endroit ne soit jamais terminé. Il m'a dit, « Tu deviens trop arrogant, tu as les yeux plus gros que le ventre, et tu as besoin d'apprendre ta place dans la hiérarchie familiale. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mon propre père, l'homme qui était censé me protéger, me guider, ou du moins me laisser tranquille, ne se contentait pas de douter de moi. Il finançait activement mon sabotage parce que mon indépendance durement acquise menaçait son ego démesuré et fragile. Il voulait que j'échoue, que je fasse complètement faillite pour que je revienne ramper vers lui, mendiant après, validant sa supériorité et lui donnant le contrôle de ma vie pour toujours. J'ai jeté des records de ma propriété. Je lui ai dit que si jamais je le revoyais sur mes terres ou à mon travail, je porterais plainte pour violation de propriété et destruction de biens, et que je m'assurerais qu'il ne travaille plus jamais dans le bâtiment dans cet état. Je n'ai pas affronté Richard. La confrontation est exactement ce dont se nourrissent les narcissiques. Ils adorent le conflit, les disputes, l'opportunité de vous manipuler et de se poser en victime. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. À la place, j'ai utilisé cette immense trahison comme un carburant pur et simple. J'ai travaillé encore plus dur. J'ai arrêté de dormir plus de 4 heures par nuit. Je mangeais des nouilles instantanées bon marché, des sandwichs au beurre de cacahuètes, et je portais des bottes de travail dont les semelles étaient complètement trouées, jetant toute mon énergie vitale dans la finition de cette maison. J'ai réalisé alors que les liens du sang ne sont qu'un hasard biologique. Ma véritable famille, c'était Harrison tenant une lampe torche pour moi à minuit pendant que j'installais les plaques de plâtre, en me disant que je faisais du bon travail. Après 3 années éreintantes et douloureuses, j'ai terminé la maison. C'était un chef-d'œuvre absolu. Des parquets en chaîne de récupération, des moulures de plafond impeccables, une cheminée en pierre de rivière sur mesure que j'avais construite pierre par pierre avec des galets tirés du ruisseau derrière chez moi. J'ai appelé la banque pour obtenir une estimation pour les assurances. En raison de l'essor du marché immobilier, et parce que j'avais fait tout le travail sur mesure moi-même sans m'endetter auprès d'entrepreneurs, l'estimateur est resté bouche bée en franchissant la porte d'entrée. La propriété a été estimée à exactement 500 000 $. 500 000 $ de capital net et intouché. J'avais construit une forteresse, mais la tempête de la cupidité de ma famille s'accumulait déjà à l'horizon, prête à tester les murs que j'avais bâtis. Les fiançailles de Tristan ont été traitées comme un couronnement royal.
C'était l'événement social de la saison aux yeux de mes parents, la validation ultime de leur statut. Tristan avait 27 ans, il occupait un poste vague de consultant que Richard lui avait obtenu par l'intermédiaire d'un riche partenaire de golf. Il conduisait la Rolls-Royce de Sylvia plus souvent qu'elle, portait une fausse montre de marque achetée sur Internet et jouait le rôle d'un jeune héritier riche et prospère à la perfection. Sa fiancée, Victoria, était sincèrement impressionnante. C'était une brillante architecte commerciale issue d'une famille de vieille fortune légitimement riche, qui n'avait pas besoin de flamber son argent pour prouver qu'elle en avait. Je l'ai tout de suite appréciée quand je l'ai rencontrée. Elle était vive, observatrice et semblait complètement déplacée parmi les amis superficiels et bruyants de mes parents. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle épousait Tristan, mais je supposais qu'il lui montrait une facette différente et très travaillée de lui-même. Je supposais qu'il se montrait sous son meilleur jour. La pression financière sur moi a commencé immédiatement après l'annonce des fiançailles. Sylvia a organisé un grand dîner avec traiteur au country club local. Au milieu de la soirée, elle m'a coincé près du bar, un martini à la main, le regard dur et calculateur. « Nous devons parler de ta contribution au mariage, Gideon », a-t-il dit d'un ton tranchant et exigeant, sans la moindre forme de demande. « Nous attendons de toi que tu verses au moins $10 000 au fond du mariage. Tristan est ton frère. Tu as le devoir de l'aider à commencer sa vie sur le bon pied. C'est très mauvais pour la famille si le frère aîné ne participe pas financièrement. Les gens du club vont parler et cela nuira à la réputation professionnelle de ton père. » Je l'ai regardé en pensant aux bottes que je portais depuis 3 ans d'affilée, aux hivers que j'avais passés gelés sur une échelle, aux repas que j'avais sautés pour me payer des câbles en cuivre. Je lui ferai un beau cadeau, maman. Mais je ne vais pas financer une composition florale à $50 000 ou une sculpture sur glace. Je viens de finir de construire ma maison. Je n'ai pas $10 000 de liquidité sur mon compte à jeter pour une fête. Elle a roulé des yeux de manière théâtrale, balayant complètement ma réalité d'un revers de main. « Tu es toujours aussi égoïste », a-t-elle marmonné, avant de tourner les talons pour aller se mêler aux personnes qu'elle jugeait dignes d'intérêt, me laissant là comme un étranger dans ma propre famille. Un mois avant le mariage, Richard et Sylvia ont fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait au cours des 3 années où j'avais possédé la propriété, ils sont montés chez moi. J'étais sur le porche en train de poncer soigneusement un banc en cèdre sur mesure que je construisais pour l'entrée. J'ai vu la Porsche noire brillante remonter l'allée en gravier, soulevant de la poussière. Ils sont sortis du véhicule, regardant la propriété avec des yeux écarquillés et calculateurs. Ils n'arrivaient pas à y croire. Le lopin de terre dont Richard s'était moqué était désormais une magnifique maison d'artisan moderne entourée d'un jardin verdoyant et soigné. Ils ne m'ont pas félicité. Ils n'ont pas demandé combien d'heures j'avais travaillé, ni comment j'avais réussi à installer les fermes de toit tout seul, ni si j'étais fier de ce que j'avais accompli. Richard a gravi les marches du porche, inspectant les pierres de façade comme un inspecteur en bâtiment cynique à la recherche d'un pot de vin. « Pas mal », a grogné Richard en donnant un coup de pied dans un poteau en cèdre pour tester sa solidité. « Un peu rustique à mon goût, mais la structure est solide. La valeur de l'immobilier grimpe vite dans le coin aussi. Tu as eu de la chance avec le zonage. » Sylvia a souri. C'était ce sourire mielleux et terrifiant qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de planter ses crocs et de demander quelque chose d'irrationnel. « Gideon, mon chéri », a-t-elle roucoulé en touchant légèrement mon bras. « Nous devons avoir une discussion familiale très sérieuse. Entrons. » Je les ai conduits dans la cuisine. Je leur ai proposé de l'eau, qu'ils ont refusé. Ils se sont assis autour du grand îlot en granit que j'avais installé moi-même, semblant complètement déplacés dans une maison bâtie sur un véritable travail acharné. « Écoute. Tristan entre dans une toute nouvelle dimension, » a commencé Richard, en se penchant en avant sur ses coudes, les doigts croisés. La famille de Victoria est puissante. Ils ont d'immenses attentes. Tristan veut lancer son propre cabinet de conseil pour impressionner son nouveau beau-père, mais les banques commerciales sont extrêmement difficiles pour les prêts aux entreprises. Les taux d'intérêt sont assassins en ce moment, et il n'a pas encore les garanties sur le papier pour obtenir le financement dont il a besoin. C'est difficile, dis-je, adossé au plan de travail, les bras croisés, sentant les poils de mes bras se hérisser. Nous avons besoin d'une garantie, dit Sylvia avec fluidité, en agitant la main comme si elle me demandait de lui passer le sel. Nous voulons que tu transfères l'acte de propriété de cette maison au nom de Tristan. Juste sur le papier, bien sûr, c'est une simple formalité fiscale et patrimoniale.
Il pourra utiliser le demi-million de capital net que tu as bâti pour garantir son prêt commercial, et lui et Victoria pourront vivre ici pendant quelques années pour économiser de l'argent le temps que le nouveau cabinet démarre. Je les ai fixés du regard. La pièce est restée dans un silence de mort. Le seul bruit était le ronronnement du réfrigérateur. J'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Vous voulez que je donne ma maison à Tristan? Ne sois pas dramatique, Gideon, a rétorqué Richard, balayant mon choc comme si je n'étais pas raisonnable. C'est un transfert familial temporaire. Nous t'avons trouvé un très bel appartement en centre-ville, près du parc industriel. Nous paierons même ton premier mois de loyer et ta caution. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de 3 chambres et de 2 arpents de terrain. C'est du gaspillage pur et simple, et c'est incroyablement égoïste de ta part de garder ce capital alors que ton frère en a désespérément besoin pour établir sa situation. Non, dis-je. Le mot est resté suspendu dans l'air, lourd, froid et incroyablement définitif. Pardon? Le visage de Richard a commencé à virer à un rouge colérique, les veines de son cou saillant visiblement sous son col. J'ai dit non. J'ai construit cette maison de mes propres mains. Elle est à mon nom. Je ne céderai pas un seul clou de ces planches. Tristan n'a qu'à aller à la banque. Il n'a qu'à se trouver un vrai travail. Ou alors il n'a qu'à dire la vérité à Victoria sur ses finances. Richard a frappé violemment sa lourde main sur le plan de travail en granit, faisant trembler une tasse de café. Espèce de petit bâtard ingrat. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. C'est ton devoir envers la famille Cordero. Tu feras ce qu'on te dit. La même famille qui a payé un voyou $2000 en liquide pour détruire ma plomberie et gâcher mon bois, ai-je répliqué, la voix dangereusement calme, en faisant un pas en avant. Richard s'est figé complètement. Le visage s'est vidé de ses couleurs pendant une fraction de seconde avant que sa rage défensive ne revienne. Il n'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Il savait que j'avais attrapé Derek et il savait que je connaissais la vérité. Il s'est contenté de me fixer avec une haine non dissimulée. Sortez de chez moi, dis-je doucement, en pointant un doigt ferme vers la porte d'entrée. Tous les deux, tout de suite, et ne revenez plus jamais ici pour me réclamer mes biens. Ils sont partis, démarrant en trombe dans mon allée, soulevant un nuage de gravier et insultant mon nom par la fenêtre. Je pensais que c'était fini. Je pensais que poser une limite ferme et inébranlable les inciterait à reculer et à comprendre que je n'étais plus un enfant qu'ils pouvaient intimider. Mais les narcissiques ne reculent pas. Ils ne respectent pas les limites. Ils recrutent des complices pour faire leur sale besogne. Ils ont envoyé l'artillerie lourde. 2 jours plus tard, mon oncle Grégory m'a appelé et a insisté pour que nous déjeunions ensemble dans un restaurant local. Grégory était le frère aîné de Sylvia. Il jouait toujours le rôle du sage de la famille, le pacificateur qui voulait juste que tout le monde s'entende bien. Mais en réalité, c'était un manipulateur hors pair qui cautionnait les pires comportements de mes parents et utilisait la culpabilité comme une arme. Nous nous sommes assis dans un box collant qui sentait le graillon et le vieux café, et il a immédiatement lancé ses reproches avant même que la serveuse ne nous apporte de l'eau. « Ta mère pleure tous les jours, Gideon, a dit Grégory en secouant lentement la tête, me regardant avec une déception théâtrale. Elle a peur que le mariage s'effondre parce que Tristan est très stressé par l'argent. Tu sais à quel point sa santé est fragile en ce moment avec tous ces préparatifs? Elle n'est pas fragile, oncle Greg, ai-je répondu en le fixant du regard. Elle est prédatrice. Grégory a soupiré profondément, se penchant lourdement sur la table. La famille, c'est la famille, fiston. Nous devons tous faire des sacrifices pour le bien commun. Si ce mariage est annulé, ou si la famille de Victoria découvre que Tristan n'a pas les actifs qu'il prétendait avoir, cela va complètement humilier tes parents. Cela ruinera la réputation professionnelle de ton père dans cette ville. Un scandale de cette ampleur pourrait même déclencher une poursuite civile massive de la part de la famille de Victoria pour fraude et fausses déclarations. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle ta famille s'effondre? La raison pour laquelle ton père perd son entreprise pour quelques morceaux de bois et des briques? Tu as un bon métier. Tu pourras toujours construire une autre maison. Tu n'as qu'un seul frère. J'ai serré ma tasse de café en céramique si fort que mes articulations sont devenues d'un blanc éclatant. Cette guerre psychologique était écœurante. Ils utilisaient activement ma propre moralité contre moi, essayant de me faire culpabiliser simplement pour avoir protégé ce qui me revenait de droit.
Ils essayaient de me rendre responsable des mensonges de Tristan. Ma réponse est non, lui ai-je dit, en déposant un billet de 10 $ sur la table pour mon café intact. Je ne sacrifie pas mon avenir pour payer les mensonges de Tristan. On se verra au mariage. Je suis sorti du restaurant, la poitrine serrée, le cœur battant. J'avais tracé une limite d'acier. Je savais que la réception de mariage allait être un champ de bataille, mais j'étais loin de me douter de la violence physique qu'ils allaient déployer pour s'emparer de ce qu'ils voulaient. La salle de bal de l'hôtel Vanderbilt ressemblait au décor d'un film sur des milliardaires excentriques. La quantité d'argent investi dans cette seule soirée était écœurante. Des milliers de roses blanches descendaient du plafond, tressées en arches massives et complexes qui enjammaient la piste de danse. Un orchestre de jazz de 10 musiciens jouait doucement dans un coin, vêtu de smoking blanc assorti. Des serveurs portant des gants blancs impeccables transportaient des plateaux d'argent chargés de bouteilles de champagne millésimées qui coûtaient mais de fait plus cher par unité que ce que je gagnais au cours d'une semaine de travail de 40 heures. C'était une démonstration de richesse vulgaire que je soupçonnais fortement mes parents de ne pas pouvoir se payer sans s'endetter massivement. Je suis arrivé au volant de mon Ford F-150 de 2015. Le voiturier, un jeune homme en gilet rouge, a regardé mon pick-up propre mais indubitablement un véhicule de chantier avec sa galerie porte-échelle solide soudée à la benne avec un rictus de dédain avant de prendre les clés. Je suis entré dans le grand hall vêtu d'un costume sombre acheté prêt-à-porter dans un grand magasin de déstockage. Je me sentais complètement étranger dès l'instant où j'ai posé le pied sur le tapis moelleux. J'étais de la famille proche, le fils aîné des parents du marié, mais j'étais traité comme une maladie contagieuse qu'on essayait de cacher. J'ai trouvé mon carton d'invitation sur l'élégante table de présentation, table 12. J'ai navigué à travers le labyrinthe des tables. La table 12 était située dans le coin le plus sombre de l'immense salle, juste à côté des portes battantes des cuisines d'où entraient et sortaient les serveurs, l'odeur des lave-vaisselles industriels se mêlant à l'air. J'aimais être assis avec un cousin au second degré que je n'avais pas vu depuis 20 ans et une femme nommée Karen qui m'a immédiatement dit qu'elle était une amie proche de Sylvia et a passé les 20 minutes suivantes à se plaindre de la température de la salle et de la qualité des amuse-bouches. J'étais aussi loin de la table d'honneur qu'il était physiquement possible de l'être sans sortir du bâtiment. Je me suis assis tranquillement pour observer le spectacle depuis l'ombre. Tristan tenait salon près de la table d'honneur, vêtu d'un smoking sur mesure, riant bruyamment et agitant sa fausse montre de luxe, se faisant passer pour un maître du monde. Sylvia flottait dans la salle, jouant la parfaite matriarche de la haute société, embrassant des gens qu'elle connaissait à peine, ignorant complètement mon existence. Richard réseaute agressivement, distribuant des cartes de visite au mariage de son propre fils. Le dîner fut servi. J'ai mâché un morceau de poulet sec et caoutchouteux qui coûtait probablement 100 $ l'assiette, gardant la tête basse, attendant qu'un temps poli s'écoule avant de pouvoir m'éclipser discrètement par la sortie de secours et rentrer chez moi, dans mon havre de paix. À la moitié du repas, alors que le témoin prononçait un discours interminable, Victoria s'est approchée de la table 12. Elle avait l'air épuisée. La lourde robe de mariée perlée semblait peser physiquement sur elle, et le sourire sur son visage semblait forcé, maintenu par sa seule volonté. « Gideon », dit-elle en m'offrant un sourire fatigué mais sincère. Je me suis levé immédiatement par respect. « Félicitations, Victoria. Le mariage est magnifique. Tu es superbe. »« Merci », dit-elle en regardant le coin sombre et exigu où il m'avait relégué. « Je suis vraiment désolé qu'il t'ait installé tout au bout, à côté des cuisines. Je n'ai pas fait le plan de table. C'est Tristan et ta mère qui se sont occupés de tout. »« Ce n'est pas grave, dis-je, essayant de minimiser la situation pour qu'elle ne se sente pas mal. J'aime être près de la cuisine. Le service est rapide et je peux m'échapper facilement. » Elle rit, mais son rire n'atteignit pas ses yeux. Elle baissa les yeux vers mes mains, remarquant les cales jaunes et les légères cicatrices laissées par une centaine de petits dérapages de cutter. « Tristan m'a dit que tu avais enfin terminé ta maison, dit-elle doucement, sa voix baissant d'un ton. Il a dit qu'elle est incroyable. Tu as vraiment fait toute la charpente et la plomberie toi-même ? Tout sauf le tableau électrique principal, rectifiai-je gentiment. Je ne touche pas au disjoncteur principal. Je connais mes limites. Victoria me regarda avec un respect profond et sincère, en contraste frappant avec la façon dont ma famille me considérait. C'est extraordinaire, Gideon. Vraiment construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure, cela demande un caractère et une intégrité immenses. Tristan ne comprend pas vraiment ce genre de travail.
Il ne comprend pas la valeur des choses construites à partir de zéro. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'elle entendait par là ou pourquoi elle semblait si mélancolique et désillusionnée le jour de son propre mariage, une demoiselle d'honneur affolée s'est précipitée pour l'entraîner vers d'autres photos près de la sculpture sur glace. Je la regardais retourner à la table d'honneur, un pressentiment désagréable au ventre. Elle était bien trop intelligente pour mon frère. Elle voyait clair à travers l'illusion que lui et mes parents projetaient. La tension dans la salle commença à changer radicalement à la fin des discours. L'orchestre accéléra le tempo pour la danse et l'alcool commença à couler à flot. J'ai vu Richard et Sylvia chuchoter intensément près du bar. Richard a bu un grand verre de scotch d'un trait, le visage rouge de colère. Sylvia a pointé un doigt manucuré directement à travers la pièce, vers la table 12, et vers moi. C'est parti, me suis-je dit. Mon rythme cardiaque commença à s'accélérer, martelant ma poitrine, mais je maintenais ma respiration régulière. Je me préparais pour la confrontation finale. Je restais assis. Je refusais de me laisser intimider et je refusais de fuir. Je les regardais traverser la piste de danse d'un pas agressif, se frayant un chemin au milieu des invités qui dansaient, bousculant quelques personnes sans s'excuser. Ils ressemblaient à des requins encerclant un canot de sauvetage, les yeux fixés sur moi. Ils atteignirent la table 12. Karen et mon cousin se mirent soudain à trouver leurs assiettes vides extrêmement fascinantes, baissant les yeux et arrêtant complètement leur conversation. Richard se pencha lourdement sur la table, posant ses grandes mains à plat sur la nappe en lin. Il me dominait, essayant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider. L'odeur d'alcool cher et de colère sourde émanait de lui par vagues. « Nous avons besoin de ta signature tout de suite, Gideon, » grogna Richard, gardant la voix basse mais empreinte d'une haine indéniable. J'ai les papiers de transfert là-haut, dans la suite nuptiale, posés sur le bureau. Nous y montons immédiatement et tu vas signer l'acte de propriété. Non, dis-je d'une voix assez forte pour que les personnes de la table voisine se retournent pour nous regarder. Sylvia s'approcha, posant une main serrée sur mon épaule, ses ongles s'enfonçant littéralement dans ma peau à travers ma veste de costume. Son faux grand sourire était plaqué sur son visage pour quiconque la regardait depuis la piste de danse. Gideon, s'il te plaît, siffla-t-elle entre ses dents serrées. Ne fais pas de scène ici. C'est le jour de ton frère. Arrête d'être aussi égoïste et têtu. Tu es en train de tout gâcher. Signe simplement ce papier et nous pourrons tous passer à autre chose. Je suis en train de dîner, dis-je calmement, en la regardant droit dans les yeux, refusant de rompre le contact. Vous avez traversé toute la salle pour venir me réclamer mes biens. Je ne signerai rien. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. La réponse est non, et ce sera toujours non. Le visage de Richard se déforma en un masque de haine pure et incontrôlée. Il pointa un doigt épais et tremblant à quelques centimètres de mon visage. C'est ta dernière chance, mon garçon. Tu signes le transfert de cette maison à Tristan lundi matin ou tu es mort pour nous. Tu m'entends? Tu n'auras plus de famille, plus de dîner de Noël, plus d'anniversaire, plus d'héritage. Tu seras un parfait étranger pour nous. Tu n'auras absolument plus rien. Je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé l'homme qui avait payé un voyou pour détruire mon travail, qui considérait ma réussite comme une menace. J'ai regardé la femme qui ne voyait en moi qu'un actif financier à liquider pour financer les mensonges de son enfant préféré. J'ai repoussé ma chaise, les pieds en bois grinçant bruyamment contre le parquet. Je me suis levé de toute ma hauteur. Je mesurais 1,88 mètres, j'étais plus grand que Richard à présent, et l'époque où je me tapissais devant son intimidation physique et émotionnelle était complètement révolue. Je choisis la maison, dis-je d'une voix ferme, froide, qui résonna clairement dans le silence qui s'était soudainement installé dans notre coin de la salle. Je préfère avoir un toit sur la tête que j'ai construit moi-même qu'une famille qui me traite comme un déchet. Bonne vie à vous. Je leur ai tourné le dos et j'ai fait un pas vers la sortie, prêt à quitter ce cauchemar toxique pour toujours. Ce fut ma terrible erreur. J'ai supposé que nous étions dans un endroit civilisé. J'ai supposé que Richard ne risquerait pas sa précieuse réputation professionnelle devant ses riches amis et collègues. J'ai supposé qu'il y avait une limite qu'il ne franchirait pas. J'ai entendu une exclamation de surprise de la part d'un serveur debout derrière moi. J'ai entendu le sifflement lourd et violent de l'air. Richard avait saisi le lourd centre de table en laiton de la table 12. Et alors que je m'éloignais, complètement sans défense, il l'a projeté vers ma tête.
L'impact d'un centre de table en laiton massif de 9 livres heurtant un crâne humain n'est pas un bruit qu'on oublie. Cela ne ressemble pas au film. Cela ne ressemble pas à un bruit sourd. Cela ressemble à un craquement lourd et humide de tonnerre détonnant directement à l'intérieur de votre propre cerveau. Lorsque mon père, Richard, a balancé cette lourde pièce de métal et qu'elle a touché le côté de ma tête, mes jambes n'ont pas lentement fléchi. Je n'ai pas trébuché. Tout mon système nerveux s'est simplement éteint comme un disjoncteur que l'on coupe sur un tableau électrique principal. J'ai heurté le parquet poli de la salle de bal de l'hôtel Vanderbilt avant même de réaliser que je tombais. Pendant quelques instants terrifiants et indispensables, tout est devenu complètement noir. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de lumière. Juste un vide terrifiant là où se trouvait ma conscience. Mais mon cerveau a commencé à redémarrer, me ramenant violemment à la réalité de mon cauchemar. Cela a commencé par l'odeur. Je sentais l'odeur métallique et féroce de mon propre sang s'accumuler sur le sol, se mélangeant à l'odeur âcre de la cire de parquet et au parfum lourd des invités debout à proximité. Puis est venu le son. Le sifflement dans mes oreilles était absolument assourdissant, un hurlement aigu qui semblait forer mes tympans. Mais sous ce bruit affreux, j'entendais le chaos absolu éclater dans la salle de bal. Les gens criaient de terreur. Des chaises en bois lourd raclaient violemment le sol alors que les invités reculaient pour s'éloigner de notre table. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais ma vision flottait dans une mer épaisse de brouillard gris et de flashs rouges brillants. À travers cette brume, j'ai vu Ali, le chef de la sécurité de l'hôtel, traverser la salle en courant dans son costume sombre. Il n'a pas hésité, il a plaqué mon père directement sur une table voisine couverte de hors-d'œuvre. Des plateaux d'argent se sont fracassés au sol, brisant les verres et éparpillant de la nourriture partout. Richard se débattait sauvagement, hurlant qu'il était dans son droit, criant que je l'avais provoqué, et que j'étais un fils ingrat qui essayait de ruiner sa famille et sa réputation. Même lorsque les agents de sécurité ont immobilisé ses bras de force et lui ont mis des menottes en plastique, son ego démesuré refusait d'admettre qu'il avait fait du tort. Il croyait sincèrement qu'en raison de sa richesse et de son statut, les lois de la décence humaine et du code pénal ne s'appliquaient pas à lui. J'ai senti une paire de mains presser doucement une serviette en l'implier contre le côté de ma tête. La pression a envoyé une décharge de douleur aiguë à travers mon crâne, me faisant halter. J'ai essuyé le sang de mes yeux et j'ai vu que c'était un serveur, un jeune homme d'environ 20 ans, dont la chemise blanche impeccable était désormais tachée de mon sang. Il me regardait avec des yeux écarquillés par la terreur. « Ne bouge pas, mec », a-t-il dit, la voix tremblante. « L'ambulance est en route. Continue de respirer. Regarde-moi. Ne ferme pas les yeux. Reste éveillé. » Je ne pouvais pas répondre, ma bouche avait un goût de cuivre et de poussière. J'ai tourné légèrement la tête, luttant contre une violente nausée, et j'ai vu ma mère, Sylvia. Elle se tiendra exactement à 3 mètres de là, regardant l'équipe de sécurité maintenir son mari au sol. Elle ne me regardait pas. Elle ne pleurait pas sur son fils blessé et ensanglanté. Elle chuchotait agressivement à l'oreille de ses amis du country club, s'efforçant de réécrire l'histoire en temps réel. Je la voyais me pointer du doigt, secouer la tête, leur raconter que j'étais mentalement instable, que le stress de mon travail m'avait fait perdre la tête et que j'avais attaqué mon père en premier. Elle construisait déjà sa défense légale. Ils croyaient sincèrement que leur argent, leurs beaux vêtements et leur statut les protégeraient des conséquences d'une tentative de meurtre. Les ambulanciers sont arrivés dans un flou d'uniformes bleu marine et de lourd matériel médical. Ils n'ont pas perdu de temps, ils ont installé un collier cervical rigide pour stabiliser ma colonne vertébrale, m'ont basculé sur une planche dure et m'ont hissé sur un brancard pour m'évacuer rapidement de la salle de bal. Sous les milliers de roses blanches suspendues qui étaient censées célébrer une union d'amour. La dernière chose que j'ai vue fut les gyrophares rouges et bleus des voitures de police se reflétant sur les immenses lustres en cristal. Les heures suivantes furent un long et douloureux marathon médical. Les urgences de l'hôpital du comté étaient glaciales et sentaient fort le désinfectant industriel et l'iode. Les infirmières ont été rapides et efficaces. Elles ont découpé ma veste de costume ruinée et ma chemise trempée de sang avec de grands ciseaux de traumatologie. Elles m'ont transporté dans un couloir froid et m'ont fait passer un scanner pour vérifier s'il y avait une hémorragie interne ou un gonflement du cerveau. La doctoresse des urgences, une femme fatiguée mais au regard doux, est enfin entrée dans mon box. Elle m'a dit que j'avais eu une chance incroyable. J'avais une grave commotion cérébrale et une profonde entaille qui allait jusqu'à l'os du crâne, mais pas d'hémorragie cérébrale.
Elle a sorti une agrafeuse chirurgicale pour refermer la plaie sur le côté de ma tête. Elle n'a pas utilisé d'anesthésique en raison du protocole de traumatisme crânien. À chaque déclic de l'appareil enfonçant une agrafe métallique directement dans mon cuir chevelu, je fermais les yeux, serrais les barrières métalliques du lit d'hôpital et pensais à ma maison. Je pensais aux fondations en béton solide que j'avais coulées sous la pluie. Je pensais au parquet en chêne que j'avais posé pièce par pièce. Je devais survivre à cela. J'avais trop construit pour les laisser me détruire. À 3 heures du matin, ils m'ont enfin transféré de la salle des urgences chaotiques vers une chambre de récupération calme et sombre au 3e étage. La forte dose d'analgésiques intraveineux donnait l'impression que la pièce flottait sur l'eau. J'étais allongé dans le noir, fixant le plafond, complètement seul, sentant le poids de la trahison de ma famille peser sur ma poitrine. Ils n'avaient aucun respect pour moi. Puis la lourde porte en bois s'est ouverte lentement. J'ai sursauté par réflexe, m'attendant à voir Sylvia entrer en douce malgré les consignes des infirmières pour me hurler dessus d'avoir gâché le mariage et exiger que je retire ma plainte. Au lieu de cela, une main rugueuse familière a écarté le rideau d'intimité. C'était Harrison. Il portait sa vieille chemise en flanelle rouge délavée et ses bottes de travail en cuir usé, semblant complètement déplacé dans cet environnement hospitalier stérile et technologique. Il tenait un sac en plastique usagé à la main. Il s'est approché du fauteuil en vinyle inconfortable à côté de mon lit et s'est assis lourdement. Il a regardé l'épais bandage blanc enroulé autour de ma tête, sa mâchoire se serrant si fort que je voyais le muscle tressaillir dans sa joue. « Salut, gamin », a dit Harrison d'une voix basse, rauque et incroyablement douce. « Salut, Harrison », ai-je murmuré, la gorge comme tapissée de sable sec. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas exigé les détails sanglants de l'agression. Il connaissait ma famille. Il savait exactement de quoi ils étaient capables. Il a simplement ouvert le sac en plastique et en a sorti un t-shirt en coton propre et doux, un jogging chaud et une grande bouteille de boisson énergétique bleue. La police est dans le couloir, au poste des infirmières, a dit Harrison en dévissant soigneusement le bouchon de la bouteille pour me l'attendre. Ils ont emmené Richard avec les menottes. Ils l'ont inculpé pour agression criminelle avec une arme mortelle. Il est dans une cellule de détention au centre-ville en ce moment. Le détective principal veut te parler quand tu te sentiras prêt à faire une déclaration. Il m'a vraiment frappé, Harrison, ai-je chuchoté, la dure réalité de la situation brisant enfin le choc et l'effet des médicaments. Des larmes soudaines et impossibles à retenir ont coulé au coin de mes yeux. Mon propre père a essayé de me fracasser le crâne pour un bien immobilier. Harrison a tendu la main et a serré mon épaule de sa main rugueuse et calleuse. Sa poignée était ferme, rassurante et bien réelle. Écoute-moi très attentivement, Gideon. Les liens du sang font de vous des parents, c'est juste un hasard biologique. On ne choisit pas sa famille de sang, mais la loyauté, le respect et l'amour, c'est ce qui fait vraiment une famille. On choisit sa famille. Tu as construit cette maison sur de la roche solide. Ils ont essayé de te la prendre parce qu'ils sont complètement vides à l'intérieur. Ils n'ont rien de réel, mais toi, tu es solide. J'ai hoché la tête lentement, laissant ces mots s'imprimer en moi, me stabiliser. Le lendemain matin, la douleur dans ma tête était une pulsation sourde et constante. La détective Ramirez est entrée dans ma chambre d'hôpital. C'était une enquêtrice affûtée, en tailleur pantalon sombre, qui semblait avoir vu toutes les pires choses que les êtres humains peuvent se faire pour de l'argent. Elle a tiré une chaise, a ouvert un carnet de notes en cuir et a pris ma déposition officielle. Je lui ai tout dit, l'héritage, les exigences constantes, la tentative d'extorsion dans ma cuisine et le coup physique porté à la table. Ton père a payé sa caution ce matin, m'a dit la détective Ramirez en fermant son carnet. Il a versé 50 000 $ en liquide, mais nous avons mis en place une ordonnance de protection stricte. Il ne peut pas s'approcher à moins de 500 pieds de toi, de ton lieu de travail ou de ta propriété. S'il le fait, il retourne directement en cellule. C'est parfait, dis-je, ma voix retrouvant une partie de sa force. Cependant, ajouta-t-elle en m'observant attentivement pour évaluer mon état d'esprit, son avocat, un type très cher nommé Arthur Blackwood, a déjà contacté le bureau du procureur. Il pousse agressivement une autre version des faits. Il prétend que c'était un accident tragique, un glissement de la main lors d'une dispute familiale animée. Il parie sur le fait que tu ne voudras pas traîner ton nom de famille dans un procès criminel public. Il pense que tu vas céder. 30 minutes après le départ de la détective, mon téléphone portable,
que les infirmières avaient récupéré dans mon pantalon de costume ruiné, a vibré bruyamment sur la table d'appoint. L'écran affichait un numéro local inconnu. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Monsieur Cordero, ici Arthur Blackwood, représentant votre père. Une voix mielleuse, onctueuse et incroyablement condescendante résonna dans le haut-parleur. Une terrible tragédie hier. Une situation vraiment terrible. Une simple dispute familiale qui a dégénéré parce que les esprits s'échauffaient. Écoutez, Gideon, votre père est prêt à payer l'intégralité de vos frais d'hospitalisation de sa poche, et à vous verser 20 000 $ en liquide pour votre préjudice. En échange, vous signez simplement une déclaration sous serment affirmant qu'il a trébuché, que le centre de table a glissé de ses mains, et qu'il s'agit d'un tragique malentendu. Nous gardons la police en dehors des affaires de famille privée. Tout le monde rentre chez soi content. Il a balancé une arme en laiton massif directement sur ma tête, dis-je d'une voix très calme, refusant de me laisser intimider. Il m'a dit que c'était ma dernière chance de lui céder ma maison avant de le faire. Eh bien, la voix de Blackwood s'est durcie instamment, abandonnant son ton chaleureux et concerné. Si nous allons jusqu'au procès, Gideon, cela va de fait devenir extrêmement difficile pour vous. Nous exigerons l'accès à l'intégralité de votre dossier médical. Nous évoquerons votre prétendue instabilité mentale. Nous soutiendrons que le stress lié à la construction de cette maison en solitaire vous a poussé à vous montrer agressif et à provoquer un homme bien plus âgé que vous. Nous intenterons une action civile massive contre vous pour diffamation et préjudice moral. Voulez-vous vraiment voir votre réputation détruite au tribunal? Voulez-vous perdre votre travail quand votre employeur découvrira que vous êtes instable? Prenez l'argent, Gideon. Sauvez votre famille. J'ai regardé ma chambre d'hôpital stérile. J'ai pensé aux nuits glaciales d'hiver passées à monter ma charpente dans la neige. J'ai pensé au sang qui imbibait le parquet de la salle de bal. Ils étaient si arrogants dans leur richesse. Ils croyaient sincèrement qu'un chèque et un avocat de renom pouvaient effacer une tentative de meurtre. Monsieur Blackwood, dis-je en m'adossant aux oreillers. J'ai une cicatrice épaisse sur la tête avec 8 agrafes métalliques qui ne s'en iront jamais. Vous pouvez me menacer de procès autant que vous voulez. Vous pouvez menacer mon travail, mais je ne céderai pas. J'ai construit ma vie sur des fondations solides et je ne m'effraie pas facilement. On se verra au tribunal. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Le piège de leur arrogance était en place, mais ils n'avaient aucune idée que j'apportais une boule de démolition pour leur château de cartes. Ce que je ne comprenais pas pleinement alors que j'étais allongé sur ce lit d'hôpital, coupé du monde extérieur, c'était le désastre absolu qui s'était produit dans la salle de bal immédiatement après ma perte de conscience. Je pensais que le drame s'était arrêté à la fermeture des portes de l'ambulance. Je me trompais. Ce n'est que lorsque la détective Ramirez est revenue chez moi 2 semaines plus tard pour examiner les preuves en vue du procès que j'ai mesuré toute l'ampleur de l'explosion. J'étais assis dans ma cuisine, un bandage propre sur la tête, en train de boire un café. Ramirez s'est assise en face de moi sur mon îlot en granit, a ouvert son lourd ordinateur portable de service et a tourné l'écran vers moi. « J'ai besoin que tu regardes ceci, Gideon », a dit Ramirez d'un ton très sérieux. « Ce sera la pierre angulaire de tout notre dossier. La défense prétend toujours que ton père a glissé. Il raconte à la presse que ta famille est un pilier de la communauté et qu'il s'agit d'un simple malentendu au sujet d'un fonds d'études ou d'un prêt commercial. Et pourtant, cette vidéo détruit complètement leur version. » J'ai appuyé sur lecture. Les images étaient incroyablement nettes. Ce n'était pas filmé avec un téléphone portable tremblant depuis l'autre bout de la salle. C'était un enregistrement grand angle en haute définition provenant des caméras de surveillance discrète de l'hôtel, fourni directement à la police par Fiona, la responsable événementielle de l'établissement. Fiona se tenait près des portes battantes des cuisines lorsque l'agression s'est produite. Choquée par leur sentiment d'impunité et la violence brute dont elle avait été témoin, elle avait contourné la direction de l'hôtel pour remettre les enregistrements bruts et non montés directement aux policiers sur place. Sur l'écran, j'ai regardé le cauchemar silencieux se dérouler. Je me suis vu me lever de la table 12, tourner le dos pour m'en aller. J'ai vu mon père saisir le lourd centre de table en laiton. Il n'y avait absolument aucun glissement, aucun trébuchement sur un pied de chaise. Il a planté ses pieds fermement, a armé son bras droit et a projeté le lourd objet métallique avec une intention mortelle claire visant le côté de ma tête. Mais la vidéo ne s'arrêtait pas là. Alors que les agents de sécurité de l'hôtel plaquaient Richard au sol, la caméra filmait Victoria, la mariée,
marchant d'un pas décidé vers la scène. L'enregistrement audio de la console de l'orchestre avait tout capturé avec une clarté parfaite. J'ai vu Victoria attraper le micro. Sa robe de mariée sur mesure était impeccable, brillant sous les projecteurs, mais son visage était un masque de colère froide et calculée. Elle ne ressemblait pas à une mariée timide, elle ressemblait à un bourreau de fait. Stop! La voix de Victoria a résonné dans les immenses haut-parleurs, couvrant les cris et le chaos des invités. Que tout le monde dans cette salle se taise et arrête de bouger maintenant. Toute la salle de bal s'est figée. Les cris ont cessé. Sylvia se tenait près de la table d'honneur, essayant de bousculer les agents de sécurité pour rejoindre Richard, pleurant de manière théâtrale que j'avais ruiné le mariage et ruiné leur vie. Il n'a rien ruiné du tout, a crié Victoria dans le micro, pointant un doigt accusateur directement vers le visage de Sylvia. Votre mari vient d'essayer d'assassiner son fils aîné parce qu'il refusait de lui céder une maison d'1 demi-million de dollars pour éponger les dettes frauduleuses de votre enfant chéri. Un halètement collectif a parcouru les 200 invités. Tristan, mon frère cadet idéal, debout près de la pièce montée à l'autre bout, avait le visage de la couleur de la cendre. Il ressemblait exactement à un lapin pris dans les phares d'un camion, toute sa fausse assurance s'étant volatilisée. Victoria, s'il te plaît, pose le micro, a supplié Tristan, faisant un pas prudent vers la scène, les mains levées en signe de soumission. Nous pouvons en parler en privé. S'il te plaît, pas ici, pas maintenant. En privé? Victoria a éclaté d'un rire sec et incroyablement amer qui résonna dans la salle silencieuse. Elle a plongé la main dans le corsage de sa robe, en a sorti son smartphone et l'a brandi bien haut pour que tout le monde le voie. J'ai engagé un comptable spécialisé il y a 3 semaines, Tristan. Je l'ai fait parce que les chiffres du compte joint que tu m'as supplié d'ouvrir ne correspondaient pas. Tu as regardé mon père dans les yeux et tu lui as dit que tu avais besoin d'une garantie pour un nouveau cabinet de conseil brillant. C'était un mensonge complet. Sylvia a tenté de se précipiter à nouveau vers la scène, hurlant à l'orchestre de couper le courant des haut-parleurs, mais un témoin robuste lui a physiquement bloqué le chemin, la retenant par les épaules. Tristan n'a pas besoin d'un prêt commercial, a annoncé Victoria à la foule silencieuse et horrifiée, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Il a besoin de capital parce qu'il cache actuellement 80 000 dollars de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Il a loué la fausse Rolex qu'il a au poignet. Il a loué les voitures de luxe qu'il conduit. Il est complètement fauché. Et pire encore, il y a une enquête pénale en cours, il a détourné 30 000 dollars de son précédent employeur, et il s'apprête à déposer une plainte la semaine prochaine s'il ne rembourse pas l'intégralité. Il allait voler la maison de son propre frère, la vendre dans son dos, et utiliser l'argent pour s'éviter la prison fédérale. Le silence dans la salle de bal était total. On aurait pu entendre une mouche voler sur le tapis épais. Les invités, des gens que mes parents avaient passé des décennies à essayer d'impressionner, les regardaient avec un dégoût total et non dissimulé. Victoria a regardé mes parents droit dans les yeux, le regard brûlant d'une saine colère, et vous deux, vous saviez. Vous saviez tout. Vous saviez qu'il croulait sous les dettes. Vous saviez qu'il était un imposteur. Et au lieu de le responsabiliser, au lieu de lui faire face aux conséquences de ses actes, vous avez essayé de cannibaliser votre propre sang. Vous avez essayé de sacrifier Gideon, un homme qui travaille vraiment pour vivre, pour sauver votre misérable réputation sociale. Vous êtes des monstres. Tristan est de fait tombé à genoux près du gâteau, cachant son visage dans ses mains, complètement brisé. Le mariage est annulé, a déclaré Victoria, sa voix descendant à un calme absolu et inébranlable qui m'a donné des frissons, même en le regardant sur un écran des semaines plus tard. Je dépose une demande d'annulation immédiate lundi matin, la fraude financière est un motif excellent dans cet état. Je repars avec ma famille. Ne me recontactez plus jamais. Elle a lâché le micro. Il a heurté le sol en bois de la scène dans un bruit sourd et résonnant qui ressemblait exactement au coup de marteau d'un juge rendant sa sentence finale. Elle a tourné les talons et a franchi les grandes doubles portes, suivie de près par toute sa famille, laissant mes parents au milieu des ruines qu'ils avaient eux-mêmes construites, sous les murmures et les jugements de leur père. En regardant la vidéo dans ma cuisine, assis à l'îlot que j'avais construit, j'ai senti un poids immense se détacher de ma poitrine. La vérité était enfin révélée. La façade soigneusement construite de la famille Cordero avait été complètement anéantie en moins de 5 minutes. Ils avaient passé leur vie entière à se mentir à eux-mêmes et à mentir à tout le monde, et tout avait brûlé en une seule nuit. 5 mois plus tard, le procès pénal a officiellement commencé.
Le palais de justice du comté était glacial, sentant le vieux papier, le café tiède et le nettoyant pour sol au citron. J'étais assis au premier rang du public, juste derrière la table de l'accusation, vêtu d'un costume élégant. La cicatrice épaisse et irrégulière sur ma tempe était clairement visible sous les projecteurs crus de la salle d'audience. Arthur Blackwood, l'avocat de la défense coûteux que mon père avait engagé, a fait de son mieux pour réécrire l'histoire. Il a arpenté la salle devant les jurés, insistant sur le fait que Richard était un père travailleur et aimant qui avait simplement craqué sous la pression écrasante de devoir gérer un fils irrespectueux et cupide qui avait volé l'héritage de sa grand-mère. Il a tenté de soutenir que j'avais provoqué verbalement mon père, que j'avais menacé ma mère fragile, et que le lourd centre de table en laiton avait simplement glissé de ses mains moites dans un moment de pure panique. C'est alors que la procureure s'est levée. Elle n'a pas fait de grands discours fleuris. Elle n'a pas débattu des affirmations ridicules de Blackwood. Elle a simplement appelé Fiona à la barre pour authentifier officiellement l'enregistrement de surveillance. Et elle a diffusé la vidéo haute définition sur les grands écrans faisant face aux jurés. La salle a regardé dans un silence de mort. Ils m'ont vu me lever pacifiquement. Ils m'ont vu m'éloigner les mains vides. Ils ont vu mon père saisir l'arme. Ils ont vu le coup délibéré, violent et puissant. Le son écœurant du métal frappant mon crâne a résonné bruyamment dans les haut-parleurs de la salle, se répercutant contre les murs en bois. J'ai vu 3 jurés sursauter physiquement sur leur siège. Une femme a couvert sa bouche, regardant mon père avec une horreur absolue. Richard s'est affaissé très bas sur sa chaise à la table de la défense. Blackwood a fermé son luxueux dossier en cuir et s'est assis. Il savait que c'était fini. Il n'y avait plus d'histoire à raconter, plus de moyen de rejeter la faute sur la victime. La vidéo était une preuve absolue, indéniable et concrète de l'intention de causer des lésions corporelles graves. Les jurés ont délibéré pendant moins de 90 minutes. Lorsque le président du jury s'est levé pour prononcer le verdict, le mot « coupable » a résonné à mes oreilles, effaçant complètement le sifflement fantôme dont je souffrais depuis des mois. C'était le son de la justice absolue. L'audience officielle pour la peine a eu lieu 2 semaines après la lecture du verdict de culpabilité. La salle d'audience était comble. La juge Montgomery, une femme sévère aux cheveux gris acier et au regard qui ne laissait rien passer, a regardé mon père du haut de son pupitre en bois. Richard semblait complètement diminué. Le courtier immobilier arrogant et bruyant qui dominait chaque pièce où il entrait avait entièrement disparu. Il avait perdu au moins 10 kilos. Son costume sur mesure flottait sur sa silhouette amincie, lui donnant l'air d'un enfant portant les vêtements de son père. À la table de la défense, il ressemblait à un vieil homme terrifié et brisé face à la ruine totale de sa vie. Sylvia était assise dans le public derrière lui, vêtue d'une robe noire de créateur comme si elle assistait à des funérailles, sanglotant bruyamment dans un mouchoir en dentelle, essayant toujours désespérément de jouer la victime pour quiconque prêterait attention à sa performance. Monsieur Cordero, a commencé la juge Montgomery, sa voix portant une saine colère qui imposa le respect dans toute la salle. Je siège à ce tribunal depuis 20 ans. J'ai vu des crimes passionnels et j'ai vu des crimes de misère absolue. Ce que vous avez commis dans cette salle de bal d'hôtel est un crime d'arrogance pure et de cupidité. Vous avez traité votre fils aîné non pas comme un être humain, non pas comme votre propre sang, mais comme un actif financier à liquider de force pour votre propre bénéfice égoïste. Lorsqu'il a légitimement affirmé ses limites personnelles et protégé sa propre propriété légale, vous avez répondu par une violence lâche et mortelle, par derrière. Richard fixait le sol, absolument incapable de regarder la juge dans les yeux. C'est par pure chance et grâce à l'épaisseur du crâne de votre fils que nous ne siégeons pas aujourd'hui pour un procès pour meurtre, a poursuivi la juge. Vous n'avez manifesté absolument aucun remords sincère tout au long de cette procédure. Vous avez tenté de corrompre la victime. Vous avez engagé un avocat pour tenter de lui faire porter la responsabilité de vos propres actes violents. Vous n'avez rien appris. Elle a saisi son marteau en bois et l'a abattu d'un coup sec. Elle l'a condamné à 5 ans de mise à l'épreuve stricte, 1000 heures de travaux d'intérêt général rigoureux, et lui a ordonné de rembourser l'intégralité de mes frais médicaux. De mes séances de kinésithérapie en cours et de mes frais d'avocat considérables. Mais la véritable punition n'était pas la mise à l'épreuve ou l'argent. C'était le casier judiciaire pour délit grave. Dans notre État, une condamnation pour un délit violent entraîne la révocation automatique et immédiate de la licence professionnelle de courtier immobilier. L'Ordre des agents immobiliers de l'État a retiré ses qualifications à Richard dès la semaine suivante. Il ne pouvait plus légalement vendre la moindre propriété,
signer un contrat ou percevoir une commission. Sa carrière entière, son identité tout entière venait d'être instantanément et définitivement réduite à néant. L'effondrement financier de l'empire Cordero fut rapide et absolument brutal. Sans les commissions massives de Richard, et avec les frais d'avocat astronomiques facturés par Blackwood qui vidaient rapidement leur compte d'épargne, le précaire château de cartes qu'ils avaient construit sur des dettes massives s'est complètement effondré. 3 mois après la fin du procès, la banque a officiellement saisi leur magnifique propriété de banlieue. Ils ont été expulsés. Les huissiers sont venus au milieu de la nuit pour remorquer la Porsche neuve et la Rolls-Royce de Sylvia directement depuis l'allée. Ces véhicules de luxe étaient lourdement financés et ils avaient manqué 3 paiements consécutifs pendant qu'ils réglaient les frais d'avocat. Le prestigieux Country Club a révoqué leur adhésion sans ménagement, leur envoyant une lettre officielle ferme invoquant la clause de turpitude morale de leur statut. Ils étaient officiellement des parias. Ils ont été contraints d'emballer le peu d'affaires qu'ils pouvaient dans un camion de location et de déménager dans un petit appartement de 2 pièces dans les quartiers populaires. L'ironie suprême et délicieuse de toute cette situation était que le complexe d'appartements dans lequel ils ont emménagé se trouvait directement en face du parc industriel. Le même complexe miteux dans lequel ils avaient essayé de me forcer à m'installer lorsqu'ils exigeaient que je leur cède ma maison construite de mes mains. La vie de Tristan s'est effondrée tout aussi rapidement et de manière tout aussi spectaculaire. Victoria, fidèle à sa parole, a obtenu l'annulation du mariage en un temps record, invoquant la fraude et la fausse déclaration. Les avocats de sa famille ont été d'une agressivité redoutable. Ils ont intenté un procès civil massif contre Tristan pour récupérer l'argent qu'ils les avaient frauduleusement convaincus de dépenser pour ce mariage somptueux. Entre ce procès civil écrasant et les accusations de détournement de fonds toujours actifs de son ancien employeur, Tristan a été contraint de se déclarer en faillite personnelle totale. Il n'a pas obtenu d'accord de divorce, il a hérité d'une montagne de dettes juridiques. L'enfant chéri, l'héritier d'un empire en carton, travaille actuellement de nuit à empiler des cartons lourds dans un immense entrepôt logistique, simplement pour payer ses réparations ordonnées par le tribunal et éviter d'aller en prison fédérale. Il vit dans la petite seconde chambre du misérable appartement de mes parents. J'ai appris par l'oncle Grégory, juste avant de bloquer complètement son numéro et de lui dire d'oublier mon adresse, qu'ils sont tous absolument misérables. Ils sont piégés ensemble dans une petite boîte bon marché qu'ils ont eux-mêmes construite, se disputant constamment, se nourrissant de leur amertume toxique mutuelle et accusant le monde entier de leur déchéance totale. Sylvia passe ses journées à publier des citations passives-agressives vagues sur les réseaux sociaux au sujet des enfants ingrats et des serpents au sein de la famille, essayant désespérément de s'attirer la sympathie des très rares amis qui ne l'ont pas encore bloquée. Ils ont tout perdu parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas supporter le fait que j'ai construit quelque chose de réel et de solide. Alors que toute leur existence reposait sur une illusion fragile de richesse et de supériorité, l'effondrement total des coupables n'est pas toujours une explosion spectaculaire et enflammée. Parfois, c'est juste l'effritement silencieux et pathétique d'une fausse façade lorsque l'argent vient à manquer et que la vérité éclate au grand jour. C'est maintenant le mois d'août, exactement 1 an après ce mariage désastreux qui a changé la trajectoire de ma vie entière. Je suis assis sur la terrasse arrière de ma maison. J'ai construit cette terrasse entièrement seul le mois dernier. Elle est faite d'un cèdre riche et de qualité supérieure, et l'air de la soirée sent fort le bois chaud et la résine naturelle. J'ai suspendu des guirlandes lumineuses douces sous les lourdes poutres de bois, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur les planches sombres. Les grillons chantent bruyamment dans les hautes herbes de mes 2 arpents qui sont légalement, financièrement et indiscutablement miens. L'acte de propriété est verrouillé dans un coffre-fort à mon seul nom. Harrison est assis en face de moi dans un fauteuil à bascule solide que j'ai construit spécialement pour son 71e anniversaire. Nous avons une glacière de bière bien fraîche posée entre nous sur une table basse. La nuit est calme, paisible et absolument parfaite. Tu as fait un travail remarquable sur cette rambarde, Gideon, dit Harrison en passant sa main rugueuse et calleuse sur le bois de cèdre parfaitement poncé. Les assemblages sont incroyablement précis. Tu n'as pas précipité les coupes. Tu as mesuré 2 fois, coupé 1 fois. Merci, Harrison, dis-je en prenant une gorgée de ma bière, sentant le liquide frais m'apaiser la gorge. J'ai appris auprès du meilleur. Tu m'as appris à ne pas prendre de raccourcis. Je regarde la maison à travers les grandes portes vitrées coulissantes. Les fenêtres brillent d'une lumière jaune et chaleureuse provenant des lampes à l'intérieur. À l'intérieur, le calme est absolu. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de manipulation émotionnelle. Il n'y a personne pour exiger que je sois quelqu'un que je ne suis pas,
ou pour exiger que je sacrifie mon avenir durement gagné pour payer leurs erreurs stupides. C'est une forteresse. C'est mon refuge absolu. Les cicatrices sur mes mains correspondent au bois brut que j'ai façonné pendant 3 ans, et la cicatrice épaisse sur ma tempe est un rappel physique quotidien de ce qu'il m'a fallu payer pour préserver ma paix et établir mon indépendance. J'ai récemment obtenu une promotion importante au travail, passant de chef d'équipe de charpente à gestionnaire de projet. Mon salaire a doublé, mais mon style de vie n'a pas changé. Je conduis toujours mon pick-up fiable et je continue de privilégier le travail acharné aux objets tapas à accent grave-l'œil. Mon téléphone portable vibre doucement sur la rambarde en bois à côté de ma bouteille de bière. L'écran s'illumine dans l'obscurité. C'est une notification de SMS. Même si j'ai bloqué son numéro principal il y a des mois, ma mère achète parfois des téléphones prépayés jetables bon marché simplement pour essayer de me joindre, refusant de respecter les limites que j'ai tracées. Je vois l'aperçu du long message briller sur l'écran, « Gideon, s'il te plaît. Ton père est gravement déprimé et ne sort plus de son lit. Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Le salaire de Tristan à l'entrepôt est lourdement saisi pour rembourser ses réparations. Ne laisse pas ton orgueil têtu te tenir chaud la nuit. Nous sommes toujours ta famille. Nous te pardonnons pour le procès. S'il te plaît, aide-nous. Nous avons besoin de toi. » Je fixe les mots pendant un long moment de silence. Nous te pardonnons. L'arrogance et l'illusion qu'il faut pour écrire ces mots après qu'un homme a essayé de me fracasser le crâne sont presque impressionnantes. Ils essaient toujours de me ramener dans leur toxicité, utilisant la culpabilité comme un hameçon rouillé, espérant que je morde et que j'accours pour les sauver avec mon salaire. Je regarde le foyer en pierre lourde que j'ai construit au centre du jardin, me souvenant d'avoir transporté chaque pierre depuis le ruisseau. Je regarde la maison solide et immobile qui me protège de la pluie et du froid. Harrison, dis-je, rompant le silence confortable de la soirée. Penses-tu que l'orgueil tient chaud à un homme la nuit? Harrison me regarde, tirant une bouffée de sa pipe en bois. Il regarde l'écran brillant de mon téléphone, devinant exactement de qui provient le message, puis pose les yeux sur la maison robuste derrière nous. Il rit doucement, un grondement sourd dans sa poitrine. L'orgueil, dit Harrison doucement en secouant la tête. Non, l'orgueil ne fera pas grand-chose quand le vent d'hiver se mettra à hurler dans les arbres. Mais une isolation en fibre de verre R30, un toit étanche, des fondations solides et une bonne dose de respect de soi, oui, gamin. Ça te tient bien chaud. Je souris. Je prends le téléphone. Je ne tape pas de réponse en colère. Je n'essaie pas d'expliquer mes sentiments, de justifier mes actes ou d'exiger des excuses qu'ils sont complètement incapables de formuler. J'appuie simplement sur le bouton supprimer, je bloque définitivement ce nouveau numéro et je repose le téléphone sur la table. Je prends une grande inspiration d'air frais de la nuit. Je regarde les lucioles danser sur le terrain escarpé que ma grand-mère Betty a laissé à la seule personne de la famille qui savait réellement comment construire quelque chose de réel à partir de la terre. Je réalise à présent que son héritage n'était pas seulement du terrain. C'était l'opportunité de me prouver ma propre valeur. Je me sens profondément, sincèrement en paix pour la première fois de mes 29 ans d'existence. J'ai établi une frontière d'acier, et quand ils ont essayé de la briser par la violence et la manipulation, ils ont fini par se briser complètement eux-mêmes. J'ai survécu à la tempête, j'ai protégé ma paix, et j'ai gardé ma maison. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce stade. Cela aide non seulement plus de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne stricte et sans compromis pour protéger votre paix, votre santé mentale et vos biens face aux personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons et cela aide vraiment de savoir que personne n'est seul à mener ces batailles incroyablement difficiles. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.